Voilà. Alors, bah, merci à tout le monde d'être venu. Donc moi j'ai préparé un certain nombre d'éléments, mais l'idée c'est que ce soit interactif. Donc si vous souhaitez poser vos questions ou interagir, faire vos retours d'expérience, bien sûr vous êtes les bienvenus. Moi j'ai pas la science infuse, donc je vais vous partager moi mon expérience à moi, mais je pense que vos expériences à vous sont tout aussi importantes. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si ça vous fait envie, pour ajouter des éléments, poser des questions. Voilà. L'idée c'est que ce soit interactif le plus possible. On n'est pas très nombreuses et nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Hop, alors du coup, je vais vous partager mon écran. J'avais fait une petite mind map, que je vous partagerai, bien entendu. Je vous enverrai un mail avec les ressources dont j'ai parlé pendant la session. Le partage d'écran, il est là. Hop, voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Ok, dites-moi s'il y a un bug. Désolée, je me bataille avec Zoom à chaque fois. C'est vraiment l'enfer ce truc. Je sais pas pourquoi l'interface elle est toujours aussi pourrie. Bref. Hop, voilà. Alors, du coup, alors le premier sujet qui vous importe pour vous, c'est de gérer donc les dynamiques de groupe. Donc du coup, j'avais fait un petit élément là-dessus pour me rappeler un peu de ce dont j'avais envie de vous parler. Donc sur gérer les dynamiques de groupe, alors il faudrait voir plus précisément ce que vous mettez derrière. N'hésitez pas à me faire des précisions si vous avez besoin. Je vais afficher le chat aussi pour que je puisse voir si vous avez des réactions aussi en live. Hop. Mais en tout cas, ça va me... Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres précisions. Donc, moi, ce que je fais vraiment pour que la dynamique de groupe, donc dedans, j'ai inclus pas mal d'éléments assez différents, notamment par exemple bah, la façon dont on va préparer notre atelier, donc sur les formats. Donc c'est-à-dire que je varie énormément, je fais très attention quand je prépare mon déroulé d'atelier de varier au maximum des éléments, des moments en fait où les personnes vont pouvoir être bah, seules un peu, réfléchir un peu dans leur bulle, des moments où les personnes vont être en sous-groupe, en binôme, en trinôme, à 4, 5, 6, voire en fonction des exercices que je propose. Et puis des moments où on va être tous ensemble sur la sur l'ensemble pour par exemple des retours globaux en fait. Donc une personne dit pour moi c'est les tempéraments de chacun, prise de parole, durée, dynamisme, aisance, timidité, etc. Très bien. Mais c'est ce que j'avais mis dans savoir gérer les différents types de comportements. Donc effectivement, ce que j'appelle les comportements, c'est ce que tu dis, c'est par exemple la personne qui est timide, qui n'ose pas parler, c'est la personne qui prend un peu trop de place. J'ai appelé ça des comportements, j'aime pas trop appeler ça des profils, parce que en fait, on peut avoir un certain type de comportement dans un contexte et avoir un autre comportement dans un autre contexte. Et je trouve que si on appelle ça des profils ou quoi, ça met les gens un peu dans des cases, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, quand je forme, parce que je donne des formations aussi sur tout ce qui est sur tous ces sujets-là, quand je forme, par exemple, dans ma formation, il y a un moment, un exercice où les gens vont devoir se mettre en situation, faire des jeux de rôle en fait. Et effectivement, quand reçoivent la petite carte avec le rôle bah, de la personne timide, évidemment, ça met dans des cases, mais je précise bien à chaque fois que c'est juste à un moment donné où peut-être la personne est fatiguée, elle n'a pas envie de parler ou quoi. Donc, faut pas se dire que c'est à chaque fois tout le temps cette personne-là qui est tout le temps comme ça et qu'on va mettre toujours dans cette case-là. C'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des comportements. Donc, après, dites-moi dans le chat s'il y a des comportements qui vous sont arrivés ou qui vous arrivent fréquemment. Je peux vous en donner quelques-uns à titre d'exemple, mais n'hésitez pas à interagir sur d'autres. Donc, les comportements, on peut avoir par exemple les personnes qui prennent bah, beaucoup de place. Qui parlent beaucoup, qui veulent toujours avoir un regard sur tout, voilà, donner leur avis sur tout, etc. Donc typiquement, ça peut être géré par ce que je disais au début sur la façon dont j'ai préparé mon atelier. Donc par exemple, une personne qui veut tout le temps avoir la parole, ben, quand on va prévoir des moments qui sont plutôt en solo ou en sous-groupe, avec des restitutions de sous-groupe en plénière, ben là, cette personne-là va plus être noyée dans la masse, dans le sens où ben, sa parole va pas forcément avoir plus de poids qu'une autre, parce que du coup, il y a cet effet de dynamique de se dire on est en sous-groupe, et ensuite on va restituer ensemble. Donc déjà, c'est un peu plus noyé que si c'est un groupe, un seul et même groupe, où du coup là, la personne peut prendre beaucoup de place, par exemple. Euh,
Et du coup, alors j'ai dans le chat, on me dit la personne qui ne veut pas être là. Ah oui, ça c'est une bonne question. Donc la personne qui veut pas être là, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir vraiment une personne très réfractaire qui me dit bah non, franchement, j'ai pas envie d'être là. Mais je sais que ça, pour avoir échangé avec d'autres personnes que je connais, c'est déjà arrivé. Et je pense que peut-être que le mieux, c'est tout simplement de demander à la personne bah, en aparté pourquoi elle veut pas être là et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je pense que c'est ce que je ferais. Essayer de comprendre ça. Et surtout, moi, je pense que si la personne elle a vraiment une énergie qui est très négative et que ça vient grosso modo pourrir le groupe, moi, je pense qu'il vaut mieux que la personne elle parte plutôt qu'elle soit là en négatif et que ça vienne bah, poser problème sur l'ensemble du groupe. Après, ce qui peut être problématique, c'est si une personne qui est très importante pour la suite du projet, qui est décisionnaire ou quoi. Mais du coup, je pense que le mieux, c'est d'en parler avec elle, de savoir un peu ce qui cloche. Les personnes avec qui j'ai échangé là-dessus, à chaque fois, les raisons, c'était que il y avait déjà eu des dynamiques, enfin des prestats qui étaient venus faire des ateliers, design thinking ou des choses comme ça dans l'entreprise, et il n'y avait pas eu de suite en fait. C'était resté un peu genre super, enfin super brainstorming, c'est génial, et puis après, il se passait rien derrière. Donc en fait, les gens étaient désabusés. En fait, ils se disaient, mais en fait, la direction se moque de nous, ils nous collent des ateliers comme ça, et en fait, ça sert à rien derrière. Donc moi, j'en ai marre, je veux plus participer, c'est plus possible. Donc ça, c'est aussi à creuser, à discuter. Et ça, c'est pas forcément des informations qu'on peut avoir aussi en amont quand on fait le brief. C'est pour ça que c'est très important quand on fait, par exemple, comme moi je suis externe et que j'interviens chez un client, c'est de bien poser des questions de ce type-là dans le brief client, de demander bah, quelle ambiance il y a dans l'équipe, est-ce qu'il y a des choses qui sont problématiques, des choses comme ça, pour essayer de voir déjà tâter le terrain. Mais des fois, bah, on nous le dit pas. Il y a des choses qu'on nous dit pas parce que c'est un peu honteux en quelque sorte, et du coup on le découvre en live. Donc une autre façon aussi de détecter ce genre de choses, moi quand je sais pas trop quelle ambiance il y a et que je sais que c'est un atelier qui est très stratégique, très important, où il faut vraiment que les personnes soient investies, ce que je fais, c'est que pendant mon icebreaker, donc là je vais peut-être le rajouter aussi dans mes dans ce que je vous projette, dans mes icebreakers, je prévois par exemple un icebreaker un peu tour de chauffe et sonder l'ambiance en fait. Donc je vais vous le rajouter comme ça, ça vous fait un mémo. Euh, et en fait, c'est par exemple je ne sais pas si vous connaissez le mur des humeurs ou l'arbre à personnages. C'est en fait c'est des petits bonhommes qui sont positionnés sur un arbre par exemple, et puis il y en a un qui fait la tête, il y en a un autre qui est content, l'autre qui saute. Enfin là, ils font des choses un peu différentes. Et en fait je demande aux gens de se positionner sur le personnage qui leur parle le mieux par rapport à la situation par exemple. Et du coup ça me donne des indicateurs. Si je vois qu'il y a tout le monde qui se positionne sur le bonhomme qui est en train de faire du boudin, bah, du coup je me dis ah il y a un truc à creuser. Donc et moi, ça va me tendre une perche pour me dire, tiens, il y a un truc bizarre là. Je vais aller creuser ça. Je vais dire, bah tiens, c'est bizarre, là, il y a 5 personnes sur 10 qui se sont mis sur le bonhomme qui fait la tête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et donc là, ça va permettre de creuser. C'est l'arbre à personnage. L'arbre à personnage ou le mur des humeurs. Ouais, désolé, j'ai tendance à parler très vite, pardon. Après, on a d'autres problèmes. Je vois dans le chat les gens qui ne lâchent pas leur téléphone. Alors ça, du coup, ce que je fais, c'est... Alors déjà, première chose que je fais, c'est que du coup, c'est dans les consignes en amont. Euh, quand je, quand je présente mon atelier, il y a toujours des consignes un peu de bonne conduite en quelque sorte, où je leur explique que là, c'est pas un lieu où on a le téléphone, l'ordinateur, etc. Donc je leur demande de ranger ça. Ce qu'on peut faire, c'est si vous pensez que c'est compliqué pour eux, que les règles viennent de vous, c'est en fait vous co-construisez les règles en amont avec eux. C'est-à-dire qu'en fait vous dites bah pour que l'atelier se passe bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Et donc là, les gens, de manière intuitive, ils vont dire, bah, faut pas qu'on regarde le téléphone, faut pas qu'on regarde l'ordinateur, machin, faut qu'on soit investi, faut qu'on participe, faut ceci, faut cela. Qu'est-ce que moi, en tant qu'animatrice ou formatrice, je dois faire pour que ça se passe bien? Ah ben, il faut que ce soit dynamique, il faut que tu nous relances, il faut ceci, il faut cela. Et donc, vous co-construisez un petit peu les règles, ce qui permet justement d'éviter bah, d'avoir des gens sur le téléphone, parce qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un avec la personne sur le téléphone, vous revenez aux règles, vous dites, ah, vous vous rappelez, on avait dit que on n'avait pas les téléphones, donc je vous demande de l'enlever. Soit ça, soit autre chose. C'est ce que j'ai mis dans utiliser les jeux. En fait, quand vous les impliquez tout le temps dans des activités où c'est tout le temps actif,
bah, en fait, ils ont pas le temps, tout simplement pas le temps en fait de regarder leur téléphone parce qu'ils ont des trucs à faire. Donc ça peut être des éléments. Ouais, Bastien qui dit les cartes Dixit, ça fonctionne bien, effectivement. Donc là, dans les jeux, je vous avais mis les avantages que j'ai, moi, trouvé à utiliser les jeux. Parce que du coup, ça fait plus de 5 ans que j'utilise des jeux en fait dans mes ateliers et clairement, je vois vraiment la différence avec juste un atelier post-it très simple. Ça permet vraiment d'engager les personnes et du coup, comme elles ont des choses à faire, des choses à produire, enfin voilà, on est dans le truc, bah on n'a pas le temps de regarder le téléphone. Donc, par exemple, moi, les jeux, ce que j'ai vu, c'est que déjà, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ce que je disais tout à l'heure avec des personnes qui prennent trop de place, d'autres pas assez. Quand on est dans des règles du jeu, bah, en fait, on est obligé de participer, on est obligé de faire des choses. Et du coup, il y a des règles de tour de parole, par exemple. Enfin, ça va dépendre des jeux que vous utilisez, mais des tours de parole ou des choses ou des pions à déplacer. Ou du coup, on est là, on est actif, on est visible sur le plateau du jeu. Ça engage les personnes, donc ça c'est ce que je vous ai dit. C'est fun, c'est dynamique, on s'ennuie pas. Donc comme on s'ennuie pas, ben, on n'a pas le temps de sortir le téléphone, on va pas regarder les mails. Et en plus, je privilégie au maximum en fait quand je suis en présentiel, les jeux ou en tout cas les activités où il n'y a pas besoin du téléphone, il n'y a pas besoin de l'ordinateur. Donc en fait, bah ils sont pas sur l'ordinateur, donc le truc il est fermé, il est dans le sac et on n'a pas le temps de regarder, on le sort pas quoi. Et des fois, il y a des moments où même en présentiel où je prévois des activités sur ordinateur, c'est quand par exemple j'ai des grosses cartes avec plein de post-it, plein de trucs ou des choses à chercher sur Internet. Par exemple, si je fais un benchmark des choses d'aller chercher l'inspiration ailleurs ou des choses comme ça. Là, on est obligé de prendre l'ordinateur. Euh, et parce que du coup, je leur demande de faire ça sur des tableaux interactifs, des tableaux blancs interactifs avec des post-it virtuels. Donc là, ça m'arrive, mais clairement, les gens, ils sont en train de produire en fait, ils sont pas en train de regarder leur mail. Donc, et des indicateurs aussi, c'est par rapport au temps que vous laissez. Si vous voyez qu'en fait, les gens, ils ont fini, qu'ils sont tous en train de regarder leur mail, c'est que peut-être que votre activité, elle est peut-être trop longue et que du coup, il faut peut-être la raccourcir et passer à la suite. Et les jeux, ça permet de renforcer la collaboration parce que les gens, ils sont en train d'interagir entre eux pour avoir un but commun et avoir à produire quelque chose en commun. Et ça peut aussi débloquer les freins à la résistance. Je pense par exemple quand on fait typiquement, imaginez vous avez un atelier où l'introduction c'est de savoir comment ils se sentent sur le projet et là il y a plein de gens par exemple qui sont trop mal sur le projet ou enfin ils osent pas dire. Bah ça peut être dur de but en blanc sans avoir de support de dire bah moi je suis trop mal sur le projet parce que machin etc. Ça peut être très très difficile de dire ça. Alors que si vous prenez un jeu, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur des cartes Dixit ou n'importe quelle carte de photolangage, des cartes où vous avez des petits dessins, des illustrations, quelque chose qui sert de support, bah en fait, on prend la carte et on se cache un peu derrière la carte. On montre la carte, on dit bah moi je suis pas très bien sur le projet parce que nanana et puis on peut montrer parce que sur la carte, là on voit il y a une grille, ça me fait penser à de la prison. Enfin voilà, on peut partir sur des métaphores et du coup, on est moins de but en blanc comme ça. C'est beaucoup plus facile. Donc ça sert vraiment d'objet de médiation. Donc, enfin, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser au maximum les jeux. Jeux, enfin, quand je dis jeux, c'est activité ludique. Hein. C'est pas forcément des jeux avec très complexes. Hein. C'est juste activité ludique avec des supports, des éléments qui permettent de faire ça. On en a fait un, 2 semaines, un design sprint auprès d'étudiants et beaucoup avaient choisi le personnage qui dort, qui regarde les autres. Ah oui, du coup, on repart sur l'arbre à personnages dans le chat. Donc effectivement, c'est hyper précieux d'avoir ces retours-là avec l'arbre à personnages ou ces indicateurs-là. Vous avez des cartes aussi avec les émotions, par exemple, qui peuvent être très utiles. Les émotions, c'est très dur à parler d'émotions quand on est en entreprise. Donc là, c'est un super support pour parler de ça. Mon top 3 des jeux que j'utilise. Un atelier d'idéation. Euh, Bah en fait, ouais. Bah, j'aime beaucoup les cartes Dixit en atelier d'idéation parce qu'il y a plein de petits détails, il y a plein de choses à regarder sur cette carte-là et elles sont très riches. Moi, j'ai la collection Révélation qui est la numéro 7 parce qu'il y a plusieurs extensions. Donc moi, j'ai cette extension-là que je trouve assez lumineuse, assez jolie. Il y a des extensions qui sont plus ou moins sombres, on va dire, plus ou moins bizarres. Donc, faut choisir les extensions. L'extension numéro 10 aussi, qui est l'extension anniversaire, où du coup, vous avez un mélange de plein d'illustrations, enfin de plein d'illustrateurs et illustratrices différentes dans ce pack-là et qui ressemble plein de styles différents, qui est assez cool aussi.
Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'aime bien les dés Storycube aussi. C'est des petits dés. Ah, c'est vrai que j'ai pas branché. Désolé, j'aurais dû brancher ça. J'ai une caméra pour vous montrer des jeux, mais j'avais pas pensé forcément sortir des jeux, mais je peux vous les montrer. C'est vrai que je pourrais vous montrer directement. Je vais les montrer à la caméra du coup. Faute de les. Voilà, c'est des petits dés comme ça où vous avez des petites images dessus là. Et du coup, ça, on peut demander aux gens de les lancer pour créer une petite histoire, pour s'inspirer de juste ce qu'il y a sur un seul dé. Moi, mes cartes Dixit, je vais vous les trouver. Elles sont là. Je vais vous les montrer. Hop, tac, elles sont comme ça. Bon, désolé, elles sont peut-être à l'envers, je sais pas trop. Voilà, elles sont assez. Je pense que c'est à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est mes cartes. Et après, ce que j'aime bien. Après, pour l'idéation, ce qui est assez marrant aussi. Bon, désolé si vous regardez souvent des vidéos ou des choses que je fais, vous allez avoir toujours un peu toujours les mêmes trucs, mais en même temps, on me demande mon top 3, donc forcément. Et les 52 personnages qui ont marqué l'histoire. C'est super aussi en idéation. Si tu te mettais dans la peau de Marie Curie, qu'est-ce que tu inventerais comme idée? Donc vous avez, si les gens connaissent pas trop les personnages, parce qu'il faut bien connaître quand même, vous avez la petite bio derrière. Voilà, donc on peut piocher au hasard ou bien les choisir en amont, se dire bah tiens, mon entreprise, elle est plus comme Marie-Antoinette, par exemple. Voilà, elle a encore toute sa tête. Bref, voilà, ça peut être des choses comme ça. Euh, ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions à poser sur cette partie de gérer les dynamiques de groupe ou est-ce que je vois que la prochaine question c'est plutôt sur l'adaptation à l'audience? Carole, Oui. je t'avais mis un truc. C'est Mathilde, je t'avais Ah, juste pardon. dit, des fois, il nous arrive que pendant l'atelier, on apprend qu'il y a quelqu'un qui doit partir, mais genre, Ah ils oui. l'ont prévu avant et genre, des fois, ils ont un rôle important. Ouais. Du coup, comment tu gères ça? Et du coup, ça t'est arrivé et ils te l'ont pas dit avant? Non, ils me l'ont pas dit avant Ah, et ok. c'est genre, ah bah là, je dois y aller ou alors, ah bah, je serai pas là cet après-midi. Ah ouais, ok, trop bien. Ouais, chaud. Euh, Bah, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est le demander peut-être au début, par exemple, quand on commence l'atelier, dire bah, est-ce que, quand on rappelle les règles, dire bah, on avait prévu de finir à 17h, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et là, peut-être s'il y a quelqu'un qui dit bah non, moi je dois m'en aller à 14h par exemple, c'est peut-être dire bah ah oui, ok, du coup, là c'est dommage parce que de 14 à 17, il y avait un truc que j'avais prévu où ton rôle était quand même assez important. Euh, donc peut-être essayer de déplacer des éléments si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut, ce qui est peut-être aussi, ce qui est faisable aussi, souvent quand on a des gens qui sont très pris, qui ont des gros emplois du temps, c'est de les faire intervenir juste un quart d'heure sur des prises de décision. Lui dire par exemple, bah, il doit s'en aller toute l'après-midi par exemple, et dire est-ce que c'est possible pour toi de revenir à 16h45, genre un quart d'heure avant la fin, pour valider tel point. Euh, et ça peut être des choses qui peuvent être faites si jamais, par exemple, notamment, enfin, c'est très fréquent sur les design sprints, c'est-à-dire des sessions, on a 5 jours d'affilée, enfin, c'est assez intense, etc., où les gens peuvent pas se bloquer 5 jours, genre c'est trop long, quoi, c'est trop de temps. Ça peut être de se dire, bah tiens, cette personne-là, elle est très importante sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, donc elle va juste venir un quart d'heure, une demi-heure à ce moment-là pour venir valider certains éléments. Euh, et peut-être, si jamais tu sais que ces personnes-là, elles sont hyper importantes et que tu le sais en amont, c'est peut-être valider avec elles, bah, en amont justement, quand par exemple t'envoies les invitations ou que tu es en train de préparer des trucs, de dire bah, est-ce que c'est bon pour toi parce que je sais que toi tu as un rôle très important dans la validation de tel ou tel truc. Est-ce que tu seras là de telle heure à telle heure pour que je puisse m'organiser quoi. Si tu sais que c'est des personnes importantes. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, non, c'est cool. Merci. Ok, trop bien. Bah, du coup, je vous propose qu'on passe à l'autre élément. Donc, le deuxième élément qui vous pose le plus souci, c'est m'adapter à l'audience. Donc, bah, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le jeu d'introduction pour évaluer l'audience. Donc, ça peut être effectivement l'arbre à personnage, mais ça peut être autre chose. Par exemple, quand je donne des formations, j'ai besoin de savoir un peu quel niveau de connaissance des gens. Même si j'ai quand même un questionnaire de préformation, où du coup, bah, je sais à peu près le niveau, si c'est des très débutants ou des gens qui sont un peu plus confirmés, etc. Ça, j'ai l'information.
Mais par contre, bah, j'ai pas tout le détail, quoi. Et des fois, je peux avoir envie d'aller un peu plus loin dans ce détail. Donc, par exemple, sur une formation, ça peut être un petit jeu pour tester les connaissances sur un certain sujet. Par exemple, souvent, bah, si je forme par exemple à la facilitation, par exemple, c'est de se dire, bah, est-ce que vous pourriez m'expliquer déjà c'est quoi la définition pour vous de la facilitation? Et donc là, je peux voir un petit peu les mots-clés qui sortent, les éléments qui sortent, et du coup, ça va me permettre justement moi d'avoir des éléments pour co-construire avec les personnes bah, la définition de la facilitation. Donc il va y avoir les apports des personnes, plus moi mes apports, ce qui va faire une définition globale. Et ça me permet de sonder un peu où en est mon audience par rapport à ce sujet. Ça, c'est sur le cadre des formations, mais sur un atelier classique, ça peut être bah, la connaissance qu'ils ont du projet, là où ils en sont, enfin, ça peut être tout un tas de choses, ça va être à vous de voir ce qui est important pour vous dans l'atelier. Et ça peut vraiment permettre de, voilà, de voir. Et puis vous allez commencer aussi à sentir un peu la dynamique de groupe, bah, se dire tiens, ah c'est marrant, cette personne-là elle parle beaucoup, ça ne parle pas assez. Enfin voilà, essayer de voir un peu bah, les, les comportements qu'on peut voir. Et puis ensuite, il y a franchement le truc qui est hyper important quand on anime des ateliers, c'est l'adaptation. Donc en fait, ça peut être autant l'adaptation au niveau du déroulé. Ça m'arrive, bah, on va dire, allez, 99% des fois, des fois de changer mon déroulé. Ça peut être juste un tout petit détail, ça peut être juste l'icebreaker que je change à la dernière minute, ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être carrément une grosse partie que j'enlève et que je mets autre chose à la place, ou je laisse plus de temps pour une autre partie. Ça peut vraiment varier énormément d'un atelier à l'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment s'adapter. Et quand je disais s'adapter en direct en fonction du verbal et du non-verbal, c'est déjà de se dire, bah, par exemple, le verbal, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un atelier où j'avais prévu tout un tas d'activités. Et puis en fait, à un moment donné de l'atelier, ils sont en train de parler d'un truc hyper important. Je sais que c'est hyper important parce que quand j'ai fait le brief avec le client au début, il m'a dit, bah, nous, notre but de l'atelier, faudra l'intention de l'atelier, c'est ça. OK. C'est de définir une stratégie sur un élément. Et du coup, je sais que je sais que c'est à ça qu'il faut que j'arrive. Donc en fait, j'ai laissé tout plein d'exercices de côté. J'ai fait ça, on verra plus tard. C'est pas l'essence même. Là, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est hyper important. C'est hyper important pour eux, pour l'équipe, pour voir là où ils en sont. Donc je les ai laissés parler comme ça pendant une demi-heure. Alors que franchement, une demi-heure sur un atelier d'une demi-journée, c'est énorme. Pendant une demi-heure, je les ai laissés parler parce que bah, déjà, ils étaient hyper engagés, ils étaient à fond dans la discussion. Donc le non-verbal, bah, c'était des mouvements, des machins, ils étaient animés, ils étaient dans le truc. Le verbal, bah, c'était ce qu'ils étaient en train d'exprimer. Et donc c'était hyper important. Et le fait de les avoir laissés parler pendant 30 minutes, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur la suite parce que ça a clarifié tout un tas de choses qui devaient se dire et qui devaient clarifier. Et ensuite, la suite de l'atelier était beaucoup plus fluide et j'ai viré des trucs parce que finalement, je me suis dit, c'est peut-être pas le truc le plus important, et j'ai réaxé sur d'autres choses qui étaient plus importantes. Donc la capacité d'adaptation en live, elle est hyper importante justement pour tout ça. Et donc de capter ça. Et le non-verbal, ça peut être aussi bah, des gens qui croisent les bras comme ça, qui s'ennuient, qui s'endorment à moitié. Bon, bah ça, c'est un indicateur. C'est de se dire, bah tiens, non, non, il faut que je redynamise le truc. Voilà. Essayer de faire en sorte que tout le monde soit engagé et voilà, qu'il s'ennuie pas. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur raccourcir des éléments, bah, c'est ça, c'est de se dire, bah, moi je passe dans les groupes, je vais regarder où ils en sont. Ah tiens, ils ont presque fini. Ah non, là, ils ont pas du tout fini, c'est la cata, il manque vraiment beaucoup de temps, donc je vais rajouter 10 minutes. Donc voilà, je réadapte comme ça tout le temps en live en fonction de ce que font les gens, de ce que je vois. C'est pour ça qu'aussi proposer par exemple des exercices, par exemple des exercices de remplir des canvas, des templates, des trucs où il faut remplir, bah ça typiquement c'est hyper pratique parce que vous voyez où est-ce qu'ils en sont. Vous avez préparé votre truc, ils ont juste à remplir. Donc vous voyez, ah il manque 2 cases, ok, je vais laisser un peu de temps. Ah bah ils ont fini depuis 5 minutes, bon bah on va écourter l'activité et puis on va passer à la suite. Donc ça c'est des bons indicateurs. Et après il y avait avoir plusieurs plans pour un même objectif à adapter en live. Bah ça c'est pareil en fait. Ce que je conseille beaucoup, par exemple aux gens qui débutent, c'est de se prévoir des plans B, des plans C quoi. C'est de se dire bah tiens ma séquence c'est ça. Mais si j'ai le temps, je veux aussi ce petit exercice en plus. Si j'ai pas le temps, qu'est-ce que je fais?
je vais faire sauter ça et je vais mettre ça à la place. Donc essayer de prévoir des choses en rab. Quand on a un peu plus d'expérience, on a des trucs en tête. Donc du coup, à force de faire des exercices et tout ça, on a tout un espèce de catalogue dans notre cerveau. Et du coup, on est capable très facilement de ressortir un truc comme ça du chapeau en se disant, bah tiens, là, ça prend trop de temps ce truc-là, ou j'ai pas assez de temps. Pouf, je sors tel truc du chapeau. Et ça, c'est à force d'en faire, du coup, on a des choses qu'on peut sortir. Et vous pouvez aussi, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez très bien vous prendre un livre où il y a un répertoire de plein d'activités qui sont dedans, ce qui vous permet aussi de, si vous connaissez pas tous les exercices du monde, c'est normal, personne ne connaît, mais en tout cas, si vous êtes pas sûr, vous pouvez sortir le livre et pendant que les gens sont en train de finir, souvent c'est ça, c'est que du coup on a des temps morts quand on fait la facilitation, parce que du coup, moi je passe dans les groupes, je regarde ce qu'ils font, mais quand je suis passé dans les groupes, que j'ai checké où est-ce qu'ils en étaient, s'il n'y avait pas des questions, etc. Des fois, j'ai des temps un peu des temps morts, où du coup, je pourrais très bien regarder mon livre et me dire, tiens, quel exercice je vais faire à la place, parce que là, je sens que la suite, ça va pas collé avec ce que j'ai prévu. Il s'appelle comment le livre? J'en ai plein des livres. J'en ai plein, donc c'est pareil, je vous partagerai les ressources. J'ai celui-là qui est pas mal. J'en ai plein. Attends. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Hop. Bon, déjà, c'est pas mal hein, avec ça. Hop. J'ai celui-là qui est vraiment pas mal parce qu'il est assez. Tout ça, ce que je vais vous faire, si vous n'avez pas encore accès, je vous mettrai le lien vers ma base de ressources utiles. Et du coup, il y a tout un répertoire de livres de plein de sujets, dont des sujets de facilitation. Donc ça, il y est normalement dedans. Et en fait, du coup, c'est un livre où dedans, par exemple, on a bon, des trucs génériques un peu sur la facilitation, et après, dictionnaire des jeux. Et alors on a des choses sur des jeux d'inclusion, par exemple des jeux d'inclusion pour faire connaissance, des jeux d'inclusion pour se mettre en mouvement physique, des inclusions pédagogiques, etc. On a des jeux pour explorer une problématique, un sujet ou un système, pour co-construire et prototyper une vision, designer un produit, avoir des idées, définir un plan d'action, etc. Donc c'est hyper riche et du coup c'est hyper générique, ça s'applique franchement à plein de domaines. Donc franchement il est très bien. Après vous avez celui-là. Du coup celui-là, il y a des trucs intéressants. Je trouve que c'est un peu plus orienté. Je pense que c'est beaucoup plus utile pour les gens qui font de l'agilité, qui sont coachs agiles ou des choses comme ça. Mais bon, il est assez cool, il y a quand même des exercices sympas. Celui-là c'est bien pour débuter aussi. Du coup, vous avez aussi tout un répertoire d'exercices. Ah oui, il y en a un autre si vous êtes expert du design thinking, enfin expert, non, pas forcément expert, mais en tout cas, vous faites du design thinking, vous avez celui-là qui est très bien aussi. Passez au design thinking. Et du coup, c'est pareil, vous avez des exercices très orientés, très conception, quoi. Et si vous êtes plus sur des ateliers stratégiques, moi j'aime bien celui-là, Design a Better Business, là. Et ouais, c'est très très stratégique. Par contre, il est en anglais et il y a des canvas gratuits sur leur site en anglais. Et ça, c'est pareil, ça y est, dans mes ressources utiles, vous avez tous les sites sur mes ressources utiles, vous avez plein de sites avec plein de ressources où vous avez juste à imprimer, enfin à télécharger, imprimer les templates qui vous sont fournis. C'est beaucoup en anglais, mais il y en a certains en français aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les trucs d'adaptation à l'audience? Peut-être que ça me fait penser à un autre truc, ce truc-là. Il y a des audiences qui sont assez différentes, notamment quand on est sur des personnes qui sont plus sur de l'opérationnel, des personnes qui sont plus sur du management, direction, etc. Des fois, on n'a pas tout à fait les mêmes audiences. Et je pense à ça, la question qu'on me pose souvent quand on me dit, souvent quand je dis que j'utilise des jeux dans mes ateliers, etc., on me dit, mais attends, mais franchement, avec des dirigeants et des dirigeantes, ça pose pas souci les jeux, genre ça fait pas des freins et tout ça. Et du coup, il y a un truc, c'est déjà je leur dis bah non, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles jouent aussi bah, chez elles, je sais pas, elles ont peut-être des enfants, enfin voilà, il y a aussi l'âme de joueur n'est pas réservée à une certaine population, déjà ça. Et puis en plus, c'est pas franchement des vrais jeux, on n'est pas en train de faire une partie de Uno, quoi, hein, c'est juste des manières ludiques de faire les choses différemment. Mais par contre, après, il y a une question de dosage. C'est-à-dire que, heu,
Par exemple, la dernière fois, j'ai co-animé un atelier où on avait prévu pas mal d'éléments ludiques. Donc toute la matinée, c'était assez ludique. Et l'après-midi, on a senti, typiquement dans le non-verbal, que les gens étaient un peu fatigués. C'était quand même toute la journée, c'était assez dense, il y avait beaucoup d'éléments. Du coup, on a senti dans le non-verbal que les gens étaient un peu fatigués. Donc on s'est dit, on va pas repartir sur un truc trop ludique et tout, en train de faire les foufous. Et du coup, on a changé l'atelier. On s'est dit, bah tiens, on va repartir sur un truc beaucoup plus basique, avec poser les choses sur des post-it en individuel, au calme. Voilà, essayer de changer aussi cette énergie. On a senti l'énergie comme quoi il fallait vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus basique et beaucoup plus simple et moins cognitivement compliqué, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire en fait on va aussi et oui, je vous parlais de ça parce que c'était des équipes dirigeantes et donc là c'est pareil au niveau du dosage, c'est de se dire peut-être que on va utiliser des choses un peu plus simples. Par exemple le Dixit, vous voyez c'est des choses, des cartes où il y a beaucoup d'éléments, c'est assez dense, assez riche, etc. au niveau des illustrations. Sinon vous avez ce jeu-là, le Pictit là. C'est pareil, si vous voulez les jeux, ils sont tous dans ma base aussi. Où du coup, vous avez des pictos. Si vous allez sur mon blog aussi, je parle beaucoup de tous ces jeux-là et de comment on peut les utiliser. Donc, vous avez des pictos et en fait, des fois, c'est un peu plus simple quand on n'est pas sur des profils contre l'habitude des jeux. Vous pouvez utiliser des jeux beaucoup plus simples qui font moins peur en quelque sorte. Donc, il y a ça aussi sur l'audience. Ok. On va passer au troisième sujet. Gérer mon temps durant l'atelier. On en a quand même pas mal parlé, mais bon, on peut peut-être continuer là-dessus. Je l'avais mis là. Hop. Et hop, et ça y est, il s'ouvre. Alors, gérer le temps, je vous ai beaucoup parlé d'adaptation, donc ça c'est hyper important. Après, moi j'ai mon atelier qui est découpé en blocs. Donc en fait, j'ai de grands temps. En fait, j'ai des grands blocs de temps. Comme par exemple, un grand bloc, ça peut être, je dis n'importe quoi, hein, découverte de la thématique. Ensuite, ça peut être un bloc idéation, donc trouver de nouvelles idées, brainstorming. Un bloc prototypage, tac, on va prototyper des trucs. Ça peut être ça, par exemple. C'est des grands blocs. Et je sais que je suis obligée de passer par ces phases-là pour arriver à mon truc final. Si par exemple, là, l'objectif de l'atelier, c'est de prototyper le prochain élément, enfin innover sur un produit, par exemple, et de prototyper un produit, je sais que je suis un peu obligée de passer par ces phases-là. De l'idéation, on est quand même obligé de passer par le moment d'ouverture, de trouver plein d'idées. Donc j'ai des grands blocs. Mais après, ce que j'ai dans ces blocs-là, ce que je disais, ça peut varier clairement. C'est de me dire, tiens, l'idéation, au lieu de faire une idéation comme j'avais prévu là, je vais la changer, je vais mettre autre chose à la place. Ça, c'est tout à fait OK. Si on a du mal à tenir son timing, on peut aussi très bien se faire aider par des personnes qui sont gardiennes du temps. Si vous avez peut-être beaucoup de petits groupes à gérer en même temps et que du coup vous n'êtes pas sûr qu'ils vont finir à temps, si vous avez un timing serré, vous dites par exemple j'ai prévu, je dis n'importe quoi, 20 minutes pour cette activité-là, ils sont en autonomie chacun dans leur groupe, c'est de se dire dans chaque sous-groupe, je vais avoir une personne qui va être gardienne du temps pour être sûr que dans les 20 minutes imparties, ils aient fini. Donc nous, notre rôle, c'est quand même de passer dans les groupes pour dire attention, il ne reste plus que 10 minutes, attention, il ne reste plus que 5 minutes. Et si on voit qu'ils sont tous en grosse galère, là, effectivement, je pense qu'il faut rajouter du temps. Mais si on voit que c'est juste un seul groupe qui est en grosse, enfin, qui finit pas à temps, c'est peut-être qu'il parle trop par rapport aux autres groupes. Et donc là, c'est pour ça que d'avoir des gardiens et gardiennes du temps dans les groupes, ça permet aussi d'accélérer le truc. Vous pouvez aussi avoir d'autres rôles. Vous pouvez très bien aussi avoir une personne qui a le rôle de facilitateur, facilitatrice, au sein qui va distribuer un peu la parole. Voilà, ça peut être d'autres rôles que vous pouvez proposer. Et ce que je disais tout à l'heure déjà, c'est improviser, mais toujours se raccrocher à l'intention primordiale de l'atelier. Mon intention primordiale, c'est d'avoir mon proto à la fin parce que ce proto-là va servir à la suite du projet pour telle et telle action. Et ça, je peux pas y déroger. Donc en fait, je suis obligée de le faire. Mais le chemin qu'on va emprunter pour le faire, ça peut varier. Et voilà, et ça redit un peu ce que j'ai déjà dit, hein, écouter son groupe verbal, non verbal. Comment faire si un ou deux groupes n'ont pas fini? Ah ouais, ça rejoint un peu ce que je disais. Est-ce que ça a clarifié ton point ou pas, ce que je viens de dire, sur le fait que soit on rallonge, soit on se fait aider, soit aussi si on sait que c'est pas primordial pour la suite, on peut leur dire c'est pas grave si vous n'avez pas fini. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire c'est pas grave, vous n'avez pas terminé, mais c'est pas dramatique, on va faire un partage ensemble et puis ça sera noyé un peu dans les résultats de la masse.
Et si c'est primordial, bah, faut rajouter du temps. Mais par contre, faut se faire aider, gardien du temps ou choses comme ça pour être sûr de finaliser. C'est peut-être que s- s- euh, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps, ou peut-être que justement, il faut aller plus vers ces groupes-là. En fait, des fois, on a plus d'attention sur un groupe ou sur un autre groupe. C'est très fréquent, hein. C'est que du coup, on va pas avoir la même attention sur chaque groupe. La dernière fois, l'atelier là, de co-animation que j'ai fait, il y avait un groupe qui n'arrivait pas à se lancer. Il y avait 4 groupes en tout, il y en avait un sur les 4, il n'arrivait pas à se lancer, il n'arrivait pas à se mettre dans l'action. Ils étaient genre un peu. Enfin, il y avait pas mal de personnes qui allaient un peu à l'encontre de l'objectif. Et du coup, essayer de poser des questions, essayer de voir. Après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont remotivé les autres, etc. Donc, au final, ça a fonctionné. Mais au début, j'avais un peu peur que ça ne marche pas. En fait, qu'ils n'arrivent pas à finaliser le truc. Parce qu'ils n'arrivaient vraiment pas à amorcer le truc. Donc, j'ai essayé de les questionner, essayer de voir un peu. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux. Et puis après, quand j'ai vu que c'était bon, qu'ils étaient lancés sur le truc, bah, c'était bon, je les ai lâchés. Mais du coup, c'est aussi à nous d'aller voir et puis voilà, de relancer, de recadrer, de dire ah là, attention, je vois qu'il vous manque encore 3 cases à remplir. Voilà, il vous reste que 5 minutes. Et en général, ils mettent un coup de boost et ils finissent quoi. Ça répond à ta question? Ok, top. Ensuite, le quatrième point, c'était clarifier les objectifs de l'atelier. N'hésitez pas si vous avez aussi des choses à nous partager. Alors, clarifier les objectifs de l'atelier. Donc, c'est bien définir les objectifs lors du brief client. Donc, ça, on en a parlé un petit peu aussi. Euh, hop. Alors, hop, déjà se dire bah, en une phrase. Quand je dis en une phrase, c'est simplement avoir vraiment l'intention. Comme je disais tout à l'heure, si l'intention c'est d'avoir un proto parce que ça va servir à notre truc, je vais prendre un exemple concret. Moi, une fois, j'ai animé un atelier comme ça où il fallait absolument qu'il y ait un proto, dans le sens où ce proto-là, il allait servir à un Fab Lab à derrière reprototyper derrière un truc beaucoup plus poussé que ce qu'on avait fait parce qu'on avait juste fait un proto avec du carton, du scotch, enfin un truc vraiment vite fait. Et après ça allait être réutilisé vraiment pour faire un vrai proto derrière. Donc il fallait vraiment qu'on ait amorcé quelque chose qui soit vraiment concret et palpable, quoi. Donc là, bah, ça c'est l'intention de base, quoi. Pourquoi on fait ce proto-là? Donc ça c'est le livrable final. Et pourquoi l'intention, c'est quoi? C'est de pouvoir innover pour trouver de nouvelles solutions, pour se réinventer sur ce produit-là en particulier. Donc ça c'est mon intention. Et après j'ai mon livrable final qui est le proto. Donc ça, c'est ce que je peux dire de mon atelier. Il faut que j'atteigne cet objectif. Et après, on peut très bien, lors d'un brief client, bah, utiliser une métaphore ou autre, si jamais vous trouvez que c'est utile. Comme par exemple, on pourrait dire bah, un arbre. On a le tronc, c'est la question centrale. Les branches avec les objectifs principaux et les fruits, c'est les bénéfices attendus. Donc on peut très bien faire ça si on veut mettre un peu de choses ludiques aussi lors d'un brief client, faire ça sous forme de métaphore. En tout cas, c'est hyper important de clarifier ça en amont. Quand je dis brief client, parce que moi je travaille je suis externe dans des boîtes, mais si vous êtes en interne, c'est très bien aussi de se dire, bah, soit c'est parce que c'est nous qui initions l'atelier, donc il faut vraiment avoir une intention très claire sur à quoi va servir notre atelier et dans quelle intention, ou si c'est en interne, on peut aussi avoir des clients internes, où du coup on a des personnes qui nous demandent de faire un truc, et du coup ça va être à nous d'initier l'atelier. Et voilà, repréciser les attentes avec le groupe en début d'atelier. Donc ça peut être aussi si vous n'êtes pas sûr que les gens soient bien au courant, parce que des fois on gère pas tout le temps la com, on gère pas tout le temps ces éléments. Des fois, moi ça m'arrive fréquemment d'arriver à des ateliers. C'est pas moi qui ai communiqué en interne avec les gens pour leur faire la com de venir à l'atelier, etc. Alors que c'est un élément en fait qui est hyper important au final. De dire bah, pourquoi les gens sont invités à cet atelier, c'est bien parce que déjà ils sont utiles. S'ils sont pas utiles, franchement, faut pas qu'ils viennent, hein. Ils sont utiles et ensuite, il faut qu'on leur donne envie aussi de venir. De dire que non seulement ils vont être utiles, mais le travail qu'on va fournir, il va servir à tel objectif qui est beaucoup plus grand en fait. Ça va servir dans le projet machin, ça va servir à, voilà, à quelque chose qui est plus grand. Et ça, c'est une com qui souvent, bah, quand on est externe, qui est souvent gérée en interne dans les boîtes. C'est eux qui envoient les invitations aux collaborateurs pour pouvoir venir à l'atelier. Et donc ça, comme on n'a pas forcément accès à ça, c'est bien aussi bah, de reparler de ça en amont
Soit vous en parlez parce que vous avez une mission qui est un peu plus longue, ou du coup vous pouvez, par exemple via des entretiens individuels ou d'autres moments, en parler avec les gens. Soit si vous intervenez parfois en one shot, bah, vous faites juste l'atelier et puis ensuite vous partez, quoi, grosso modo. Bah là, du coup, ça peut être bien aussi en début d'atelier de redéfinir ça avec le groupe. Soit vous le faites de manière descendante en disant, bah voilà, on est là aujourd'hui pour nanana, et puis vous expliquez votre objectif. Soit vous pouvez aussi le faire avec eux, dire, bah d'après vous, pourquoi on est là? Est-ce que vous pourriez dire ce à quoi vous aimeriez qu'on arrive à la fin de l'atelier? Ça peut être une question à trous, par exemple, dire cet atelier serait une réussite si, et puis vous laissez, par exemple, ça peut être tout simplement en forme de post-it, ou bien avec des choses un peu plus ludiques, avec des cartes Dixit, des story cubes, enfin en tout cas des choses un peu imagées qu'on peut utiliser pour, euh, pour parler de ça. Oui? Quelqu'un qui est... Non, peut-être quelqu'un qui n'avait pas coupé son micro. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder s'il y a pas... Non, il y a zéro question spécifique là-dessus. Est-ce que là, il nous reste 10 minutes, donc si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas à les poser avant que j'enchaîne sur le cinquième point, qui est les débriefs de fin, les déclusions. Ok, j'enchaîne. Les débriefs de fin. Alors là, c'est pareil. Les déclusions, donc il n'y a pas forcément qu'une seule déclusion à la fin de l'atelier, il y en a une forcément, mais il peut y avoir des espèces de déclusions dans les grosses parties, par exemple. Euh, Et après, ça dépend si vous faites de la formation ou si vous faites juste des ateliers. Quand on fait de la formation, il y a aussi des moments où il faut qu'on évalue un peu les connaissances, ou qu'on fasse des moments un peu de rétrospective sur des moments un peu méta de ce qu'on vient de faire. Mais pareil, sur les moments méta, ça peut se faire aussi sur des ateliers. Je vais être plus claire. Pour moi déjà, bah, c'est comme, j'en profite, je vais mettre les deux en parallèle avec l'inclusion, parce que c'est très proche en fait au final. Pour moi, il faut qu'à chaque fois, bah, une déclusion ou une inclusion, peu importe, ça ait un objectif précis. Euh, En fait, très souvent, l'erreur pour revenir sur le titre un peu de l'atelier d'aujourd'hui, où c'était les erreurs, j'avais mis 3 erreurs hein, pour j'en ai parlé beaucoup plus, mais euh, la- en fait, faut que ça ait un objectif précis. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire, en fait, allez, je vais mettre un icebreaker, regarde celui-là, il est rigolo, on va mettre celui-là, c'est marrant et tout, on va bien s'amuser. Mais en fait, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention que tu as derrière ça? Par exemple, un icebreaker, l'intention, ça peut être de faire connaissance. Si les gens ils sont dans l'atelier, ils se connaissent pas bien ou quoi, que ça peut être un objectif de l'atelier, c'est que les gens se connaissent mieux et travaillent mieux ensemble, en collaboration ensemble. Bah typiquement, un icebreaker sur l'interconnaissance, c'est super. Parce que vous n'allez pas faire un icebreaker de lancer la créativité, alors qu'en fait vous voulez que les gens ils se connaissent. Ça n'a pas de sens de se dire donc on va faire ça. Et pareil, si on veut lancer une séance de créativité où du coup les gens vont devoir brainstormer, bah là on va mettre un petit icebreaker de chauffe justement pour les mettre dans une dynamique de on va créer des choses, on va créer des nouvelles choses, on va sortir un peu de notre zone de confort et on va ouvrir les chakras, on va créer quelque chose. Et on n'est pas en train de dire on va faire connaissance alors qu'après on lance un truc de créativité. Donc là, c'est bien l'intention. Et c'est pareil en fait pour les déclusions. C'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous avez envie de jauger? Est-ce que vous voulez savoir si les gens ils ont appris des choses pendant votre atelier? Est-ce que les gens et comment ils se sentent par rapport à la problématique que vous avez abordée? C'est quoi leurs sentiments? C'est quoi leurs émotions? Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'ils ont retenu? C'est quoi la pépite qu'ils ont retenue de l'atelier? Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais il y a toujours une intention. Vous voulez savoir, vous voulez récolter de l'information qui va vous être utile. Et ça en vient à mon deuxième point, qui est ça sert à s'améliorer en continu. Donc en fait, c'est utile pour la suite. Donc pour l'icebreaker, c'est utile à introduire quelque chose qui va venir ensuite, mais pour la déclusion, si c'est à la fin, ben c'est pour la suite aussi, parce que l'atelier il se termine là à telle heure, mais après,
bah, du coup, on a besoin de savoir, en fait, c'est quoi après. Et par exemple, si il y avait un atelier que j'avais fait là récemment, où du coup, le déclusion, c'est les émotions. J'avais sélectionné quelques cartes d'émotions, j'avais demandé aux gens de se positionner sur les émotions, mais de manière anonyme. En fait, en gros, ils avaient des petites fèves, des fèves de galettes là, et du coup, ils avaient juste à se positionner, et c'était de manière anonyme. Moi, à la fin, j'ai pris la photo de là, de toutes les petites cartes d'émotion avec les fèves dessus. Je savais pas qui avait dit quoi, c'était pas ça qui m'intéressait. Je voulais voir la masse. Je voulais voir si les gens étaient beaucoup plus enthousiastes ou déçus ou surpris ou ceci, cela. Et je voulais voir là où il y avait le plus de fèves en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la masse en fait. La masse d'informations, c'était ça qui m'intéressait. Donc ça, c'était mon intention. C'est mon intention, c'est savoir comment les gens se sentent à la fin de l'atelier. Et donc là, j'avais juste besoin d'avoir une masse. Euh, du coup, j'avais mis aussi que ça peut aussi, la déclusion, ça sert aussi au groupe à réfléchir à un niveau plus méta. Typiquement, quand là, je leur ai demandé quelle émotion ils ressentaient par rapport à ce qu'on venait de faire pendant la journée, bah, ça permettait aussi aux gens de réfléchir à ça, de se dire, tiens, en fait, je me sens comment par rapport à ce projet? C'était un nouveau projet, un nouveau chantier qu'on lançait. Bah, comment je me sens moi, en fait? Et ça sert aussi de se poser cette question-là. Ou bien quand je leur demande, quelle pépite vous avez retenue, bah tiens, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah oui, on a fait ça, puis ça, puis ça. En fait, ça remémore aussi tout ce qu'on a fait et ça permet aussi à la personne de réfléchir plus à un niveau méta de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle retient, ou enfin voilà, en fonction de la question que j'ai posée. Donc, faut que ça serve tout ça en fait, cette déclusion. Faut bien les choisir. Et c'est un peu le même principe pour les inclusions, pour les icebreakers. Et ça permet de tester le groupe. Et ah oui, j'avais mis ça pour les inclusions parce que comme j'utilise pas mal des choses ludiques, comme par exemple si je fais une inclusion avec très simple avec des cartes Dixit, ça me permet ce que j'ai mis, de sonder le fond et la forme. Je vais voir si je vois des gens qui font oh là là, encore des cartes Dixit, j'en ai marre, c'est bon, on n'utilise que ça, j'en ai marre, on fait tellement d'ateliers ludiques, j'en ai marre de les voir. Voilà, ça me donne un indicateur que sur la suite, il faut que mes trucs ils soient un peu plus originaux et que je fasse des trucs un peu plus rigolos et plus ludiques. Si par exemple j'ai des gens qui disent oh c'est quoi ces cartes? J'ai jamais vu, c'est rigolo ça. Je lui dis tiens, eux ils ont jamais fait de ludique, du coup je peux rester sur des sources sûres et des choses un peu faciles. Et ça c'est plutôt sur la forme. Et après, sur le fond, bah, du coup, c'est aussi bah, travailler sur le fond de qu'est-ce que j'ai envie de faire ressortir comme information. Donc moi, je peux doser ça quand je fais des icebreakers, je peux doser un peu les deux en fonction de ce que j'utilise. Et ça me permet de m'adapter après sur la suite. Ok, il est 57. Hop, et ben je crois qu'on a fait le tour. En fait, il reste plus que celle-là en 3 minutes. Allez, je me la fais en 3 minutes. Hop, déroulé avec un temps précis. Donc ça, c'est préparer mon déroulé d'atelier. C'était un des points qui était moins important, mais bon, voilà, je pense qu'on en a pas mal parlé. Donc moi, je time toujours mes trucs hyper précis, en fait. C'est genre à la minute près. Mais c'est simplement pour avoir des repères. Ça ne veut pas dire que je vais le suivre à la lettre le jour J. C'est ce que je vous disais, j'adapte toujours en live. Mais par contre, ça me permet de me dire, tiens, il faut qu'à 13h50, j'ai fini tel truc. Et du coup, ça me donne des indicateurs, de me dire, ah tiens, il me reste que 2 heures pour faire ça. Enfin, et du coup, ça me donne des indicateurs sur les timings et ce que je dois faire sauter, ce que je dois remplacer, etc. Et je me dis, tiens, il me reste 2 heures, ok, qu'est-ce que je peux mettre en 2 heures? Et du coup, ça me donne des indications. Si vous voulez, vous pouvez aussi tester des choses en avance. Moi, j'ai beaucoup testé des formats, des choses quand je donnais des cours auprès d'étudiants ou avec des ateliers gratuits. J'ai expérimenté un milliard de trucs. Ça permet de tester des trucs et voir si ça marche pas, et de réadapter et que après le jour où je le fais pour des vrais clients en quelque sorte, ça soit un peu plus costaud. Ce que je vous disais, prévoir des plans B, des plans C et diversifier les formats, on en a déjà parlé aussi, et inclure des jeux. Voilà, donc je pense que j'ai tenu le timing. Je vous propose de revenir sur le lien que je vous avais envoyé et simplement de me dire si vous avez déjà appris des choses ou pas par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, sauf si vous avez des dernières questions, mais en général, j'aime bien finir à l'heure. Il nous reste 1 minute, donc pour savoir si vous avez appris des choses ou pas. C'est anonyme, hein, je vois pas qui dit quoi, donc si vous voulez mettre un, il n'y a pas de souci. Euh,
Et si vous avez des questions supplémentaires, voilà, je reste disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer par mail les éléments dont je vous ai parlé. Et puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé sur la partie des jeux, j'anime donc une formation. C'est pas forcément une formation, mais c'est un gros atelier d'apprentissage, on va dire, on va l'appeler comme ça, en mars sur les jeux. C'est à Nantes, c'est en présentiel, donc où je présente plein de jeux, plein d'activités ludiques qui servent justement dans les ateliers. Si vous êtes plutôt côté formation, j'ai aussi en mars sur Nantes aussi une formation de 2 jours sur la ludopédagogie. Comment est-ce qu'on peut utiliser les jeux et pas que les jeux, toute activité ludique pendant la formation pour avoir des formations plus efficaces et voilà, plus fun et plus efficaces, on va dire, avec moins de PowerPoint descendant, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour les actualités. Et puis je vous envoie tous les éléments. Je vous envoie ce petit document avec ça vous rappellera certainement ce qu'on s'est dit. Et puis du coup, le lien du live que je viens d'enregistrer et puis les autres ressources. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.